Chers élèves, bonjour. Nous allons voir ensemble les lois de Newton. Cette leçon est destinée aux élèves de deuxième bac, sciences, vie et terre. Donc, notre leçon va être articulée sur deux axes. Pour un solide en mouvement de translation, quelles sont les grandeurs qui décrivent son mouvement? Deuxième point, quelles sont les lois qui régissent son mouvement? Donc, en commençant, il y a vecteur vitesse et vecteur accélération. Avant d'entamer ce point, il est nécessaire de faire un rappel sur le repérage d'un point du solide. On a vu dans les années précédentes que on étudiait les mouvements des solides toujours par rapport à un référentiel donné et que le mouvement est toujours relatif, éventuellement de repos. Un référentiel se compose d'un repère d'espace choisi en choisissant en origine O une base orthonormée I, J, K qui définissent soi-disant les axes OX, OY, OZ et d'un repère du temps en choisissant convenablement l'instant initial t égale à 0 et bien sûr muni d'un chronomètre. Pour repérer les points, pour déterminer la position G d'un point mobile A par rapport à OJ, à un référentiel OIJK, on doit déterminer ce qu'on appelle le vecteur position OG, qui n'est d'autre que la somme de X fois I plus Y fois J plus X, Z fois K. Il faut signaler ici qu'on a un mobile A et on a les positions de ce mobile G. Et le mouvement se fait bien sûr en se référant à un référentiel OIJK. Donc, si le mobile A se déplace, il décrit une séquence des points, une suite des points. On repère ces points par le vecteur OG. La projection de ce vecteur sur les axes OX, OY, OZ définit ce qu'on appelle ces coordonnées cartésiennes. Donc, apparemment, les coordonnées X, Y, Z, ce sont des fonctions du temps que l'on nomme X de t, Y de t, Z de t. Elles sont appelées équations horaires du mouvement. Ainsi, la courbe décrite par M en fonction du temps est appelée trajectoire du point M. On passe maintenant au vecteur vitesse instantanée. Définition. On définit le vecteur vitesse instantanée comme étant la limite quand delta t tend vers 0 de vecteur vitesse moyenne. Donc, VA de t moyenne égale M1, M2, M3 vecteurs, T3, T1, ce sont des durées, des temps. Donc, c'est une durée delta t. En faisant la relation de Charles avec O, la relation de Charles,
on voit bien qu'on est devant un taux de variation, vectoriel bien sûr. Donc, lorsque delta t tend vers 0, cette grandeur tend vers la vitesse instantanée. Donc, delta t tend vers dOm sur dt, quand delta t tend vers 0, donc v, la vitesse instantanée du point A à l'instant t par rapport à un référentiel donné R, n'est d'autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM. Là encore, il faut signaler que la dérivée se fait toujours par rapport à un référentiel R. Donc, on passe maintenant. Donc, le vecteur vitesse, elle est tangente à la courbe. On peut tracer la tangente en ce point. On voit bien que le vecteur vitesse VG, V du point au point G2 est porté par la tangente. Donc, par définition, finalement, on définit le vecteur instantané à l'instant t comme étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position OG. On passe maintenant à l'expression du vecteur vitesse instantané dans un repère cartésien. Donc, un repère cartésien, c'est un choix d'une origine où et trois vecteurs J, I et K. Bien sûr, ces vecteurs sont orthonormés, c'est-à-dire que K comme module égale G égale le module de I égale à 1 et qu'ils sont orthogonaux entre eux. Donc, dans le repère cartésien, on a le vecteur position s'écrit OG égale X fois I plus Y fois J plus Z fois K. Là encore, il faut signaler qu'on a choisi délibérément G pour confondre avec le centre d'inertie et on voit par la suite quelle est l'importance de ce choix. V de t égale par définition la dérivée par rapport au temps du vecteur OG, donc c'est la dérivée par rapport au temps de la somme x fois i, y fois j, z fois k. Étant donné que ces vecteurs-là sont des vecteurs fixes dans le référentiel choisi, dans le repère cartésien choisi, donc leurs dérivés consécutifs seront nuls, bien sûr. On a donc la vitesse à l'instant t égale à la dérivée par rapport à x, à la dérivée par rapport au temps de x, l'abscisse x, i plus la dérivée par rapport au temps y plus la dérivée par rapport au temps fois k. Ou, bien évidemment, v égale vx i, vy j, vz k. Bien sûr, vx, vy, vz sont les composantes respectives de vecteur vitesse par rapport à OX, par rapport à OY et par rapport à l'axe OZ.
On peut rassembler ces équations dans un système de 3 équations, à savoir Vx égale x point, que l'on note dx sur dt, que l'on note x point, Vy égale dy sur dt, que l'on note y2 point, Vz égale dz sur dt, que l'on note z point. On remarque ici une différence entre la notation prime, déjà vue dans les leçons de maths, f prime pour décrire la dérivée par rapport à x, et f point qui est la dérivée de fonction f par rapport à t. Ici, c'est la dérivée de fonction f par rapport à x. Donc, en mathématiques, on démontre que la norme de V, ici, n'est pas le vecteur, mais la norme égale à la racine carrée Vx à la puissance 2 plus Vy à la puissance 2 plus Vz à la puissance 2, ou tout simplement x2 point à la puissance 2 plus y2 point à la puissance 2 plus z2 point à la puissance 2. On passe maintenant au vecteur accélération instantanée. Définition. Qu'est-ce que c'est le vecteur accélération instantanée? On définit le vecteur accélération A comme étant la dérivée du vecteur vitesse V en fonction du temps. Donc, A, vecteur, égale à la dérivée première de vecteur vitesse V, ou bien égale à la dérivée seconde du vecteur position OM, puisque V égale à la dérivée première du vecteur position OM. Ici, toujours, on remarque, on signale que ces dérivées sont toujours par rapport à un référentiel R. Donc, remarque, en expérimentalement, on calcule AI à partir des vecteurs vitesse de 2 points proches et voisins du point choisi, de telle sorte qu'ils sont très proches. De telle sorte que la durée delta t tend vers 0. Encore ici, on signale que A, d'après cette relation, A a la dimension d'une vitesse sur une durée. Donc, l'unité dans le système international de vecteurs de l'accélération, la norme de l'accélération, égale au mètre seconde à la puissance moins 2. Donc, on passe maintenant à l'expression du vecteur accélération instantanée dans un repère cartésien. Dans un repère cartésien, le vecteur vitesse s'écrit V égale, vecteur vitesse V égale Vx I, Vy J, Vz K. On a vu précédemment que Vx, Vy, Vz n'est d'autre que les composantes du vecteur vitesse selon les 3 axes OX, OY et OZ. Et on a vu également que les points I, J, les vecteurs I, J, K, ce sont des vecteurs orthonormés, certes, mais ce sont des vecteurs fixes dans le temps. Et par conséquent, A, qui est égal par définition d de vt sur dt, égale à la dérivée par rapport au temps, v de la somme
de 3 composantes, Vxi plus Vyj plus Vz,k. On doit faire ici une petite pause pour dire que d sur dt, qui est la dérivée de Vx i, on a ici un produit. Donc, il est égal à Vx di sur dt plus, on a un produit, donc on fait comme d'habitude, plus dvx sur dt i. Je devrais commencer par cette composante au lieu de cette composante. Mais puisque i est constante, elle ne dépend pas du temps, sa norme égale à 1, donc di sur dt égale au vecteur vitesse et au vecteur nul. Donc, toutes les composantes di sur dt égale dj sur dt égale dk sur dt égale à 0. Ce qui nous ramène à la relation suivante. A égale AX I plus AY J plus AZ K avec AX n'est autre que la dérivée par rapport au temps de Vx et AY la dérivée par rapport au temps de Vy et AZ est la dérivée par rapport au temps de Vz. On signale également que dv x sur dt égale à d sur dt qui est la dérivée de Vx qui est égal à d sur dt de x. Symboliquement, en maths, on pose ce double dérivation comme étant d au carré sur dt au carré de x. On dit que on a fait la dérivée seconde de x par rapport au temps. Ou bien on la pose x deux points. De la même chose, de la même sorte, on procède avec les autres composantes Vy et Vz. Donc ces trois relations, on peut les rassembler dans un système d'équations. AX égale x deux points, AY égale y deux points, AZ égale z deux points. Ou bien AX égale d de Vx sur dt, AY égale d de Vy sur dt, ou bien AZ égale d de Vz sur dt. Et par conséquent, A, la norme du vecteur accélération instantanée A, égale à AX à la puissance 2, plus AY à la puissance 2, plus AZ à la puissance 2, ou tout simplement, c'est la racine carrée de x de point à la puissance 2, plus y de point à la puissance 2, plus z de point à la puissance 2. On passe maintenant à l'expression de A dans un autre repère, dans une autre base qui s'appelle la base de Freinet. En passant maintenant à l'expression du vecteur accélération instantanée dans la base de Freinet. La première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est la base de Freinet? C'est une base, elle est composée de deux vecteurs orthonormés U, N. Mais il faut signaler que la base de Freinet est une base mobile, c'est-à-dire qu'il suit le mobile dans tous ces points M.
Donc on a le vecteur unitaire U est tangente à la trajectoire au point M où se trouve le mobile et orienté arbitrairement dans le sens du mouvement. Donc, si le mobile se déplace au point M', donc on aura dans ce cas une composante U et une composante normale N. Donc le repère ou la base de Freinet est une base mobile. Le vecteur unitaire n est normal à la trajectoire et orienté vers l'intérieur de la courbe. Donc le vecteur n est toujours orienté vers la concavité positive, c'est-à-dire vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire. On peut démontrer que le vecteur accélération A, par définition, qui est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse V, se décompose en deux composantes, A de t plus A de n, une composante tangentielle et une composante normale. Donc A de t est une composante tangentielle, c'est parallèle à la tangente, tandis que AN est une composante perpendiculaire à la trajectoire. A de t, elle est portée par U, tandis que AN est portée par N. On peut démontrer que A de t égale d de v sur dt fois u. Dans ce cas, il faut faire attention que v de t n'est pas le vecteur vitesse, mais la norme du vecteur vitesse. Tandis que an égale v au carré sur ρ fois n. Donc, AN égale V au carré sur ρ fois N est la composante normale à l'accélération avec ρ et le rayon de courbure. Deux cas très particuliers se présentent. Le premier, c'est lorsqu'on a un mouvement circulaire. Dans ce cas, la courbure, la trajectoire est circulaire, donc on a ρ égale à R, le rayon du cercle. Le deuxième cas qui se présente, qui était assez particulier lui aussi, c'est le cas du mouvement circulaire uniforme. On a circulaire, c'est relatif à ρ égale à R, uniforme, relatif qui ne change pas de vitesse. Donc dans ce cas, circulaire, on a ρ égale à R, uniforme, on a V égale une constante. Donc, d de V sur dt égale à 0. Donc, A de t égale à 0. Pardon.
Donc, A de t égale le vecteur nul. Il faut différencier ici entre ce qu'on veut dire par nul quand on parle des vecteurs et ce qu'on veut dire par nul quand on parle des scalaires. Donc, finalement, on trouve que AN égale à V au carré sur, au lieu de la courbure, de rayon de courbure, on a le rayon de trajectoire, R. J'efface maintenant. Ce schéma-là, donc je passe. Donc on a le rayon est circulaire, donc ρ égale à R, et la composante tangentielle A de t, A de t égale à 0. Remarquons que A fois V égale A fois V fois cosinus alpha. Elle dépend de l'angle AV, que l'on note alpha. Si A fois V est supérieur à 0, on dit que le mouvement est accéléré. Si A fois V est inférieur à 0, on dit que le mouvement est retardé. Si A fois V égale à 0, le mouvement est uniforme. Donc, après avoir vu ensemble les grandeurs qui caractérisent et qui décrivent les mouvements, à savoir le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, on passe maintenant aux lois de Newton. Rappelons avant tout ce qu'on veut dire par les forces extérieures et forces intérieures. On définit un système en choisissant les corps qui le constituent. Après, on appelle force intérieure une force exercée par une partie du système sur une autre partie du système. Tandis qu'une force extérieure est toute force exercée sur le système par un objet n'appartenant pas au système. J'explique. Si j'ai un système ici. Un point A exerce une force sur le point B. Cette force est une force intérieure. Tandis qu'un point C exerce une force sur B, cette force-là est une force extérieure. Parce que C n'appartient pas au système. On a vu qu'un système est pseudo-isolé si les forces extérieures qui exercent sur lui se compensent. Mathématiquement parlant, on dit que sigma des forces extérieures égale à 0. Passons maintenant à la première loi du Newton ou principe d'inertie. L'énoncé. Dans un référentiel galiléen, si la somme des forces extérieures qui agissent sur un système est nulle, sigma des forces extérieures égale à 0, alors le centre d'inertie de ce système possède un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse G du centre d'inertie est alors constant, ou bien le système, le point G est au repos. Sigma F égale à 0 implique dans un référentiel galiléen
que VG est une constante. Qu'est-ce que c'est les référentiels galiléens? Justement, ce principe d'inertie nous renseigne sur la nature des référentiels et on peut dire qu'un référentiel est galiléen si la première loi de Newton est validée. Donc, on appelle référentiel galiléen ou un référentiel d'inertie un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. On a 3 exemples courants de ce type de référentiel sont les référentiels héliocentriques d'origine O qui coïncide avec le centre du Soleil. Il y a le référentiel géocentrique et il y a le référentiel terrestre. Donc, chacun de ces référentiels peut être considéré comme un référentiel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Référentiel galiléen selon les caractéristiques de l'étude, à savoir les forces et les durées d'étude. On passe maintenant à la deuxième loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique. L'énoncé. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un système est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, mathématiquement, on dit que sigma F extérieur égale M A G vecteur. Donc, on souligne ici que les forces est extérieure et le point, c'est seulement le point G et que la masse reflète une certaine proportionnalité entre deux grandeurs, les causes et les effets. Et on va voir par la suite que ce type d'équation nous ramène à des équations différentielles de deuxième
ordre. Effaçons. Tout ceci n'est vrai que si le référentiel, donc la deuxième loi de Newton n'est valable que dans les référentiels galiléens. Comment appliquons le principe fondamental de la dynamique? Il faut tout d'abord suivre une certaine méthodologie. Premièrement, on choisit le référentiel d'étude qui doit être un référentiel galiléen. Par la suite, on définit le système étudié et on établit le bilan des forces pour appliquer ensuite le principe fondamental de la dynamique. On a vu que le principe fondamental de la dynamique est une relation vectorielle, donc nous serons ramenés à faire des projections suivant des axes bien définis. Et finalement, on détermine les inconnus du problème, à savoir soit la position, soit la vitesse, soit l'accélération, soit la force. Soit par une intégration, soit par l'opération inverse qui est la dérivée. On passe maintenant à la troisième loi de Newton, dite le principe de l'action et de la réaction. Son énoncé est le suivant. Si un corps A exerce une force F A sur B, on note F A sur B sur un corps B, alors le corps B exerce une force FBA sur le corps A tel que. Donc cette relation F de A sur B égale moins F de P sur A nous ramène à dire que les deux forces ont la même direction, un sens opposé et de même intensité. Donc F A sur B égale F de P sur A. Signalons aussi que ces deux forces sont instantanées. Effaçons pour passer pour illustrer ce que nous venons de dire, nous prenons comme exemple un mouvement rectiligne uniformément varié. On définit un mouvement rectiligne uniformément varié s'il remplit les conditions suivantes. Donc, son vecteur accélération doit être constant, hg, et la trajectoire est rectiligne. Pour ce type de mouvement, les équations RR le principe fondamental de la dynamique nous donne une équation différentielle. Pour l'intégrer, il faut connaître ce qu'on appelle les conditions initiales. C'est la position à l'instant t égale à 0 et la vitesse à l'instant t égale à 0. On pose kx égale à t égale à 0, x0. Et v, la vitesse, égale v0. Le mouvement est rectiligne, donc OG égale x fois i, v, le vecteur v égale v fois i. Le choix de l'axe i, de l'axe OY, n'est qu'un choix arbitraire. Donc on a d de a sur dt égale dv. Donc, la relation est vectorielle, puisque i
est identique, on passe à une relation scalaire et par intégration, on aboutit à donc par une intégration successive, on aboutit à une équation V égale A fois T plus V0. On voit bien que la relation est une relation affine. Pour ce qui concerne V égale D de OG sur dt, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de OG, donc puisque V et OG ont le même vecteur, elles sont portées par le même vecteur, donc on peut dire que V égale d de x sur dt, le reste n'est d'autre que des opérations d'intégration. X, d'où finalement x égale cette relation. On voit que cette relation est de deuxième ordre par rapport au temps, tandis que V est de premier ordre par rapport au temps. On va voir dans les séances prochaines comment les lois de Newton et les grandeurs qui décrivent les mouvements de solides nous mènent à voir et expliquer plusieurs phénomènes. À plus.